Eddy, peux-tu me conseiller le meilleur logiciel de post-production pour faire mes photos, pour faire de la post-production, que ce soit traditionnelle ou créative? Est-ce que tu as une piste pour m'aider? C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddy Quinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et on parle bien évidemment de la photographie en règle générale. Et aujourd'hui, ça va être un topic assez spécial, puisque ça revient assez souvent, cette question. On me pose toujours cette question vraiment de nombreuses fois, pour savoir quel serait le logiciel qui serait vraiment pertinent pour vous utiliser pour la post-production. Je ne connais pas vos besoins, c'est la première chose que je tenais à vous dire, donc il va falloir élaborer un petit peu ces pistes-là. Pour élaborer ces pistes-là, il va falloir retourner un petit peu en arrière, c'est-à-dire que moi je vais vous donner une piste à suivre, qui va pouvoir vous aider pour la sélection de votre logiciel de post-production. Il va falloir aller en arrière. Je m'explique. Là, bon, si vous voulez vous lancer un petit peu dans la retouche photo, dans le développement, etc., il y aura des choses à prendre en considération et non pas seulement l'appareil photo. On oublie souvent que, bon, derrière, il faut un ordinateur, il faut un moniteur calibré, il faut une sonde, il faut des logiciels, bon, forcément. Et tout cela, bien sûr, ça propose un certain ordre, bien sûr. Et là, bien évidemment, j'ai une petite idée, j'ai un petit plan là, à vous faire voir justement au niveau du matériel, justement, avant de commencer la sélection des logiciels de post-production selon vos besoins. Alors, la première chose à prendre en considération si vous voulez faire de la post-production, de la retouche, du développement, etc., c'est de prendre un bon moniteur. Pas forcément le moniteur qui va vous faire casser la tirelire, mais bon, quand même, un bon moniteur, non pas forcément un 4K. Un 2K, c'est suffisant pour la photographie, je parle bien, on va pas parler de vidéo. Avec un espace colorimétrique Adobe 98 à 99% de reconnaissance, vous trouvez des moniteurs de bonne facture qui soient vraiment très très bons. Je parle de ça en essentiel, en premier choix, puisque c'est la première chose qu'il va falloir choisir, justement, si vous voulez vous lancer dans la retouche et dans le développement. Le premier outil, c'est d'utiliser un bon moniteur. Ensuite viendra la sonde pour calibrer forcément le moniteur. Sans dire, on va utiliser bien sûr cet outil-là. En troisième position, et c'est là que vient la chose la plus importante ici, c'est un bon ordinateur pour la photographie. C'est là que ça va être un petit peu le moteur, le lien, la liaison entre la photographie, justement entre l'appareil photo et ce que vous allez faire justement comme exercice avec vos logiciels de post-production. Alors un bon ordinateur pour la photographie, bon, quand vous prenez un ordinateur, il faut analyser les besoins pour la performance des logiciels, c'est vrai. Première chose que vous allez faire pour sélectionner votre ordinateur pour la photographie, vous allez aller passer votre temps, là j'ai mis en numéro 4, avec les logiciels. Vous allez regarder toutes les configurations des logiciels. Et vous n'allez pas prendre la configuration minimale, parce que je vous vois venir, ouais mais j'ai l'ordinateur qui convient, parce que bon, il faut seulement ça pour le faire tourner. Ouais, effectivement, la configuration minimale, c'est pas un indicateur pour le choix, hein, en aucun cas. La configuration minimale pour un logiciel, que ce soit en photo, que ce soit en musique, parce qu'en MAO, on a à peu près le même problème aussi, que ce soit les autres logiciels, bon, même pour les gamers, hein, ils savent de quoi je parle aussi. Vous avez aussi des configurations minimales pour faire tourner le jeu, par exemple. Mais là, en logiciel de photo, c'est pareil. Il vous faut quelque chose qui soit correct pour faire tourner le logiciel. Donc, la configuration minimale, vous allez faire tourner le logiciel sans aucun problème, mais ce ne sera pas le plus rapide du monde. Donc, il faudra toujours prendre une configuration qui soit, on va dire, un petit peu au-dessus de la configuration quand même minimale. Pensez à la RAM, bien sûr, pensez à la carte graphique et bien évidemment, le processeur. Après, on en vient au matériel de photographie. Ouais, effectivement, vous prévoyez votre budget. À vous d'arranger un petit peu les choses pour d'abord faire ces choses-là, bien sûr. Après, vous regardez les objectifs et l'APN. D'abord, regardez les prix des objectifs avant de prendre votre APN, parce que par moment, vous pouvez être surpris. Quand vous regardez le prix des appareils photo, bon, ça va, on va dire c'est un prix, mais bon, ça peut être réalisable. Après, quand on va voir le prix des objectifs, là c'est la bonne surprise. Alors la bonne chose à faire, c'est de regarder d'abord le prix des objectifs, de regarder un petit peu les comparatifs, voir ceux qui sont les mieux notés, les mieux cotés. Parce que bon, les objectifs, c'est un petit peu comme les paires de lunettes, hein, ça coûte hyper cher. Ensuite, concernant les APN, sélectionnez par rapport au capteur et l'ergonomie.
Les mirrorless maintenant fonctionnent très très bien. Bon, vous avez des micro 4 tiers, des APS-C, plein format, moyen format. Je vais pas rentrer dans le débat de la taille des capteurs, c'est un peu ridicule. Ça va pas être la chose qui va vous aider à vous améliorer. Par exemple, j'ai travaillé avec du plein format. J'ai travaillé avec un D810, j'avais travaillé avec de l'APS-C avant de passer au plein format. Là, je suis retourné à l'APS-C avec du Fuji. On ne sait pas l'avenir aussi, mais bon, c'est pas vraiment ça qui va vraiment jouer sur la qualité de vos photos, bien sûr. Ça va pas vraiment impacter, à moins que vous voulez faire des gros tirages de 2 mètres sur 4 mètres, et bien évidemment il va falloir passer sur du plein format, bien sûr du moyen format, et encore il y a des suites logicielles comme Topaz Gigapixel qui pourront bien vous aider. Ça peut doubler le nombre de pixels, donc vous voyez, il y a quelque chose aussi à prendre en compte. Après, en 6e position, j'ai toujours mis ici le petit smartphone là. Le smartphone qui marche de mieux en mieux, qui est capable de nous générer des DNG. Bon, bien sûr, c'est des petits capteurs, on le sait très bien, c'est un très très petit capteur, mais bon, un petit 21-29-7 sur du smartphone, vous pouvez le faire aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Et si vous voulez vous prendre la main avec du smartphone, vous le faites, il n'y a aucun souci. Et comme je vous l'ai dit, vous faites un petit 21-29-7 en impression. Vous pouvez avoir des très belles impressions avec le smartphone, des photos souvenirs, des choses comme ça. Et ça peut être aussi l'instrument qui complémentera votre, votre APN. Puisque quand vous arrivez sur un endroit, bon, notamment je pense au paysage, parce que je fais beaucoup de paysages, bien sûr. Vous arrivez sur l'endroit, vous faites plusieurs compositions comme ça avec votre smartphone, vous avez déjà le rendu, et ça peut être le compagnon idéal. Et bon, comme je vous le dis, bon, maintenant vous avez des smartphones qui comprennent des DNG, vous avez de plus en plus d'applications qui utilisent justement ces formats DNG de smartphones, et qui sont prévus là-dessus. Alors maintenant, on va passer directement au logiciel de post-production. Alors voilà, ici on se rend donc dans un petit organigramme où j'ai organisé plusieurs choses, bien sûr. Alors, bien évidemment, il y a toujours la chose aussi, on va parler de la post-production en elle-même, mais aussi le classement de photos. Je vais vous donner les logiciels que je fais tourner généralement toujours sur la chaîne, bien sûr. On parle en premier lieu du catalogage et de la bibliothèque ou de la bibliothèque. Certains logiciels vont vous proposer un système complet de catalogage, d'accord, avec un système de recherche rapide, bon, etc. Et après, vous avez d'autres logiciels qui fonctionnent un petit peu différemment. Ça va être le style de la bibliothèque. Vous allez chercher les images physiquement sur votre disque dur. Le catalogue, ça cataloguera directement dans une base de données, sera beaucoup plus rapide. AC/DC fonctionne un petit peu entre le catalogue et la bibliothèque. Alors, vous pouvez cataloguer bien sûr des fichiers, mais vous pouvez accéder physiquement aussi sur vos dossiers. C'est un petit peu hybride au niveau du catalogue. Mais bon, bref, soit. Au niveau du catalogage, j'ai mis Capture One Pro 21 et 22 qui va venir bien sûr à la fin d'année, parce que bon, celui-là, il y a surveillé. Bien évidemment, celui-là, bon, au niveau du catalogage, je vous invite à aller voir les tutoriels que j'ai fait sur Capture One Pro. J'avais commencé par la version 20, bien sûr. Vous verrez que le système de catalogage de Capture One Pro est très très bon. On a même la possibilité de faire des catalogues sessions, ce qui est très intéressant aussi. ON1 Photoro 2022, c'est vraiment l'excellence aussi. AC/DC Photo Studio Ultimate 2022, pareil, bon, des choses intéressantes. Cyberlink Photo Director 13, à prendre en considération aussi. Et bien évidemment, vous avez aussi le Lightroom classique. Au niveau bibliothèque, vous avez Luminaria qui fait son job, il n'y a pas de IPTC, etc. Mais bon, ça, c'est simplement un système de bibliothèque classique, on va dire. Vous avez DxO Photolab 5 qui, lui, possède une photothèque avec des IPTC, etc. qui fonctionne très bien aussi. Et vous avez aussi Exposure X7 qui fonctionne très bien également au niveau de sa bibliothèque. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire des copies virtuelles, etc. aussi, un peu comme DxO Photolab 5. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, c'est pas vraiment la chose qui me préoccupe, moi, quand je vais sélectionner un logiciel de post-production. Mais c'est la première chose que vous devez prendre en considération, bien sûr, si vous êtes vraiment un fada des classements, etc. Bon, vous serez obligé, bien évidemment, de prendre une solution de classement. À vous de faire le choix, de voir un peu vos besoins. Comme je vous l'ai dit ici, bon, dans le système de catalogage, vous avez plutôt cette colonne-là, bon, système de bibliothèque, plus cette chose-là. La photothèque de DxO Photolab 5, bon, remplit vraiment son rôle, vous pouvez faire des choses assez intéressantes. Bon, Lightroom classique, on va s'en dire, Mais AC/DC propose vraiment des solutions, la version 2022, ainsi que la 2021, bien sûr, des solutions de classement vraiment intéressantes aussi. Mais bon, ne pas négliger non plus Photo Director 13, où vous pouvez faire aussi des copies virtuelles, etc.
Donc vous avez cette colonne-là, à vous de déterminer un peu les besoins de ce que vous voulez dans ce système de catalogage. Je vous invite à aller voir tous les tutos que j'ai fait sur ces logiciels-là, bien sûr. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, au niveau du développement, au niveau fichier RAW et créatif en même temps. J'ai mis une liste, bien sûr. J'ai mis là Capture One Pro 21 et la version qui sortira bien sûr le 22. Capture One Pro, bon bien évidemment c'est un logiciel, bon le logiciel c'est des glissières quoi, ça fonctionne vraiment tout seul, l'interface est très très bien programmée. C'est un de mes programmes développement RAW préférés sur les logiciels de post-production. La deuxième solution qui me vient toujours après à l'esprit, c'est DxO Photolab 5. Il apporte une solution assez différente, puisque là c'est les corrections d'optique. Le débruitage, la correction de l'exposition. Vous ouvrez la photo dans le logiciel, il vous fait tout ça en même temps et vous vous embêtez pas. Et ça franchement, c'est une des forces de DxO Photolab 5, c'est que vous ouvrez la photo, boum, il vous fait déjà des correctifs qui sont vraiment très très bien. Ensuite, vous avez tout ce qui est ajustements locaux, tout ce qui est simulation de film, etc. Vous avez vraiment des choses vraiment extraordinaires avec ce logiciel-là. Donc forcément, DxO Photolab 5, vraiment, c'est un de mes coups de cœur aussi. Vous avez la possibilité de faire des exportations en DNG. Donc, pour ceux qui hésitent avec le RAW et le créatif, bon, créatif, on peut jouer avec le créatif avec Photolab 5, par les points de contrôle. Bon, si vous couplez aussi notamment avec la Nik Collection 4, je ne raconte pas. Exposure X7, c'est la même chose. Et Lightroom Classic, bon, bien évidemment, vous avez aussi développement RAW et vous pouvez partir dans le créatif bien évidemment. Ma préférence de toute façon ça partira toujours vers le Capture One Pro 21-22 et DxO Photolab 5 pour le RAW et le créatif, mais bon simplement avec une préférence sur le RAW bien sûr. Bon, dans le créatif, moi j'ai mis Luminar AI, InPixio Photo Studio 11, je vous l'avais présenté, bon c'est un logiciel qui peut vous ramener dans la post-production. Si vous débutez dans la post-production, je vous conseillerais quand même celui-là. Parce que vous pouvez même faire un petit peu de photomontage, etc. Bon, c'est un bon logiciel pour vous mettre le pied dans la post-production. On peut faire pas mal de choses aussi également. Donc c'est le petit coup de cœur quand même pour la personne qui voudrait débuter sur le logiciel de post-production. Bien sûr, Luminar AI, ça c'est un petit peu entre le débutant et celui qui veut pas perdre de temps non plus. J'ai fait de nombreux tutos. Bon, avec Luminar AI, vous avez la possibilité d'embrayer avec la version édition seule, d'accord. Vous avez la possibilité de jouer avec des modèles pour gagner du temps. Bon, ça, on en a parlé maintes et maintes fois. C'est un logiciel notamment qui est très intéressant et vous pouvez aussi coupler avec DxO Photolab 5 pour lui envoyer du DNG linéaire ou bien DxO Pure RAW qui marche bien aussi avec. La Nik Collection 4 dans les créatifs, forcément, bon, c'est une des choses qui est vraiment très intéressante. Vous avez un essai gratuit d'une trentaine de jours sur la Nik Collection 4. Ça vous permet d'essayer les nouveaux points de contrôle qu'ils ont mis sur la Nik Collection 4. Et forcément, ça va évoluer de plus en plus depuis que ça a été repris par DxO, justement. Ça évite que ce logiciel passe à l'abandon. Et ce qui est vraiment très très bon. Alors Topaz Studio 2, pareil, avec Topaz Adjust AI, ce sont deux logiciels, on va dire, qui rentrent vraiment dans la créativité. Avec Exposure aussi, que vous voyez ici, Snap Art 4, qui lui, pareil, reprend un peu comme du Topaz. C'est un petit peu pour vous convertir une photographie en art digital, hein, c'est-à-dire ça fait un petit peu plus graphique, comme un peu une peinture, quelque chose comme ça. Alors ensuite, j'ai fait une petite catégorie ici, que vous voyez là, les hybrides et créatifs. Là, c'est des logiciels qui, pour moi, sont hybrides dans le sens, on va avoir quelque chose de bon au niveau du fichier RAW. On va faire de la créativité en même temps. On va faire une ligne directrice, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer par le développement et la créativité en même temps sur un fichier RAW. Bien évidemment, là, ici, j'ai mis AC/DC Photo Studio Ultimate 2022. Puisque vous avez tous les outils nécessaires là-dessus. Luminar Neo et ON1 Photoro 2022, je les ai mis côte à côte. Pourquoi? Bon, Luminar Neo, attention, n'est pas encore sorti. Bon, on va le voir en hiver, mais d'après les propositions, d'après ce qu'on va pouvoir faire, on sait très bien qu'on va avoir des utilisations de calque, on va pouvoir utiliser vraiment pas mal de choses au niveau de la luminosité, etc. Bon, au niveau de la créativité et au niveau de l'hybride, ça, je pense que ça va être un bon pari. Je l'ai mis au même niveau qu'ON1 Photoro 2022 au niveau du développement hybride créatif, puisque ça joint un peu les choses ici avec les calques, etc. On a Cyberlink Photo Director 13 qui rejoint un petit peu la même chose qu'ACDC Photo Studio, bien sûr. Intéressant aussi de voir que ces deux logiciels
si vous les mettez côte à côte, fonctionnent de la même façon. Un système de catalogage, vous avez un système de développement RAW. Là, il y a un système d'effets pour Photo Director 13, des effets assez particuliers. Et vous passez sur un système de calque. Là, AC/DC Photo Studio Ultimate fonctionne sur la même lignée, on va dire. C'est deux logiciels qui sont plus ou moins similaires, à part que pour le classement des photos, on va mettre un petit point supplémentaire sur AC/DC qui propose encore d'autres choses supplémentaires avec les mots-clés, etc. Mais attention, Photo Director 13 se débrouille relativement bien aussi à ce niveau-là. Je ferai aussi quelques tutos, bien sûr, je l'avais annoncé sur la chaîne. Mais là, j'ai beaucoup de matière à couvrir sur les logiciels de post-prod, mais ne vous inquiétez pas, vous en aurez aussi sur Photo Director 13. Alors bien sûr, là, j'ai mis les hybrides ici, Affinity Photo et Photoshop, qui ne sont pas proprement dit des développements RAW. Bon, bien évidemment, si vous avez Camera Raw avec Photoshop et avec Affinity Photo, vous devez développer votre fichier RAW préalablement. Vous devez passer par le Develop Persona, bien évidemment. Ici, ces deux applications vont fonctionner après, quand vous aurez développé votre fichier RAW, par des calques pixelisés, bien évidemment. À la différence, Luminar Neo qui pourra jouer directement avec des fichiers RAW, et ON1 Photo RAW 2022 qui joue également aussi avec des fichiers RAW aussi également. Ici, au niveau du HDR, là j'ai mis Capture One Pro 22 qui n'est pas encore sorti, parce que sachez-le, Capture One Pro 22 va faire du HDR, dès sa sortie, je l'avais annoncé, ce serait normalement aux alentours de décembre 2021, donc pour cet hiver aussi. Donc ça risquerait de faire très mal. On sait très bien que Capture One, lorsqu'il lance une technologie, il n'y a pas de faille, bien évidemment. Alors on a ON1 Photo RAW 2022 à prendre en considération, bien sûr, qui fait des très bons HDR également. Vous avez Lightroom classique, qui est toujours là aussi pour faire le HDR. AC/DC Photo Studio Ultimate 2022, vous avez une possibilité de faire du HDR, ainsi que Photo Director 13. Photoshop et Affinity Photo, bien évidemment, vous pouvez faire du HDR aussi également. Et il y a les deux applications ici. Vous avez Aurora HDR, qui a quand même son âge, on va le dire, mais qui fait toujours son rôle. On va toujours le dire comme ça. Et vous avez Eclipse HDR Pro, qui au niveau du tone mapping est vraiment pas mal. Vraiment considéré celui-ci. Ensuite, on passe dans les calques et blending. Blending, mélange de couches. D'accord ? Photoshop, Affinity Photo, il va sans dire, c'est les traditionnels. Luminar Neo, on va voir ce que ça va donner. Je reviens toujours sur Luminar Neo, mais on a toujours des informations qui arrivent toujours au compte-gouttes. On risque d'avoir une agréable surprise avec Luminar Neo. Ça risque d'être vraiment le logiciel qui va vraiment secouer le monde de la post-production aussi, puisque, mélanger le côté traditionnel de la post-prod avec l'intelligence artificielle, avec des calques, on va voir ce que ça va donner. C'est l'espèce de logiciel hybride que seul Skyloom sait faire aussi, bien sûr. On a ON1 Photo RAW 2022 également. AC/DC Photo Studio, vous avez la possibilité de jouer avec des calques aussi, et Photo Director 13 aussi également. On a du photo stacking aussi, je voulais en venir aussi. Photoshop, bien sûr, ON1 Photo RAW 2022. Affinity Photo, et bien sûr, vous avez aussi AC/DC Photo Studio, la version 2022, mais la 2021 le faisait aussi. Et vous avez tout ce qui est aussi débruitage, puisque en ce moment, c'est la mode aussi de parler de débruitage, bien sûr. DxO Pure RAW et DxO Photolab 5, forcément le Deep Prime qui est dans DxO Photolab 5, et vous avez aussi DxO Pure RAW. Maintenant, Photolab 5 qui prend en compte les Fujifilm X-Trans, donc c'est une très très bonne nouvelle aussi, bien sûr. Pas encore chez Pure RAW, mais chez Pure RAW maintenant, pour ceux qui ne savent pas encore, on peut gérer aussi la netteté. Il y a une chose qui a été modifiée dans Pure RAW il y a peu de temps, on peut réactiver des choses, il y a plus d'options maintenant. Vous avez bien évidemment ON1 No Noise, qui est compris dans ON1 Photo RAW 2022 si vous voulez investir dans la solution complète. Et vous avez aussi, là j'ai fait une petite erreur, c'est pas Denoise, c'est Denoise bien sûr, Topaz Denoise AI, qui est ici. La chose de débruitage par excellence, ce serait plutôt DxO Photolab 5, bien sûr, vous vous doutez bien, avec prise en compte des Fujifilm X-Trans. Mais si vous n'avez pas besoin de la prise en compte des Fujifilm, partez chez Pure RAW, ça peut être une solution intéressante. En matière d'utilitaire, maintenant, on va parler un peu de Topaz. Le gigapixel AI, ça j'y viens aussi. Si vous voulez agrandir le nombre de pixels dans vos photos, c'est le logiciel par excellence. Ça marche super bien. Topaz Sharpen AI, lui, c'est la même chose, c'est un utilitaire qui s'occupe de la netteté.
marche relativement bien aussi, celui-là, c'est un très très bon logiciel. Et vous avez la Nik Collection 4 qui comprend aussi bien sûr pas mal de choses que vous pouvez utiliser. Ça peut être utilisé en plugin, en application seule. Très bonne suite. Ensuite, j'en viens à la dernière catégorie, si vous faites du panorama. Capture One Pro 22 va faire du panorama, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, comme le HDR, Capture One, on peut leur faire confiance. Quand ils lancent une technologie, c'est pas quelque chose qui foire, ça marche très bien. Alors, All-in-One Photoro 2022, on a un très bon logiciel aussi à ce niveau-là. Lightroom Classic reste toujours d'actualité. Photo Director 13 fait des panoramas aussi intéressants. Photoshop, bien sûr, et Affinity Photo. Et vous avez un petit bonus avec Photo Director 13, vous avez le panorama 360. Il fait des panoramas 360 degrés. Photo Director 13. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.